Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une norme W3C qui s'appelle Web Authentication et que j'aime appeler passwordless notamment, puisque le less est à la mode. Tout ça, ça commence avec mon problème de mot de passe, parce que j'arrive pas vraiment à les retenir et puis ils sont jamais vraiment sécurisés. Que j'ai essayé pas mal de gestionnaires de mots de passe, que ce soit des extensions ou des applications, et que finalement, au bout d'un moment, on se pose la question de comment ça se fait que les navigateurs, en 2019, ne supportent toujours pas un moyen fiable de stocker nos mots de passe, ou en tout cas de s'authentifier, et que ce ne soit pas déporté dans le navigateur plutôt que dans diverses applications tierces. Il se trouve que ça, c'est déjà une norme, ça s'appelle la Credential API. C'est relativement ancien dans le monde, vu le monde JavaScript. Et c'est intégré maintenant dans la Web Authentication. Ça étend le spectre de juste les mots de passe. Alors, ouais, c'est ça. Donc, je m'appelle Thomas Blaiseau, comme ça a été dit, je suis lead tech chez OnePoint, j'essaye de toucher un peu à tout, et notamment, j'ai pas de mémoire sur les mots de passe. Donc, je voudrais faire quand même un petit retour sur ce que va concerner la Web Authentication, c'est bien l'authentification, c'est-à-dire qui on est, et qu'on ne mélange pas ça avec l'autorisation qui concerne les droits que vous avez. Donc cette norme ne gère vraiment que la partie authentification. On va parler aussi de facteurs d'authentification. Donc juste pour rappel un peu ce que c'est les facteurs d'authentification, on va parler de quelque chose, un des 5 facteurs, c'est quelque chose que vous savez, un mot de passe par exemple. Quelque chose que vous possédez, ça peut être un device comme la clé USB que vous avez pu voir, ça peut être un téléphone, etc. Ça peut être quelque chose que vous êtes, donc là ça concerne tout ce qui est biométrique, votre empreinte, vos yeux, votre tête, etc. Ça peut être un endroit où vous êtes, on pourrait considérer que vous êtes authentifié à partir du moment où vous êtes dans les bureaux de votre entreprise parce qu'il faut une clé pour y entrer. Ou quelque chose que vous faites, sourire à la caméra par exemple. Pas mon cas. Juste un peu d'historique quand même sur cette norme, parce qu'elle est arrivée comme ça pour certaines raisons, elle n'est pas née nulle part. Donc je vous ai parlé de la Credential API qui est un peu son ancêtre. Ça permettait au départ en tout cas de gérer juste les mots de passe, donc c'est la fenêtre que vous voyez dans Chrome, dans Firefox, etc. Et puis ensuite on a commencé à parler de second facteur d'authentification, puisque le premier, en avoir un seul, n'était pas suffisant vu que c'était toujours un mot de passe. Donc on a trouvé tout ce qui était SMS, avec toutes les failles que ça inclut, avec notamment beaucoup d'attaques aux États-Unis en ce moment là-dessus, hein, avec le SIM swapping. On va trouver tout ce qui s'appelait, alors je vais parler d'authenticator après, donc là c'est vraiment l'authenticator au sens RFC 6238, c'est-à-dire du one-time password avec une taille et une durée qui change, hein, donc tout ce qui va être Google Authenticator, les applications Android, FreeOTP et compagnie. On va trouver aussi des authenticateurs un peu plus custom sur des jeux, ils ne suivent pas les normes et donc chacun a le sien, ou des banques qui font ça aussi. Et puis on a vu arriver vers 2014 en fait un consortium d'entreprises qui ont décidé que tous ces seconds facteurs d'authentification n'étaient pas assez fiables et qu'il fallait essayer de faire mieux. Et donc la consortium FIDO est né avec la proposition d'une norme, le Universal Second Factor, donc U2F, avec notamment un des principaux acteurs qui était YubiKey, qui proposait donc des clés USB permettant de faire un second facteur d'authentification et qui était entièrement supporté par le browser. S'il n'y a pas besoin de pilote, il n'y a rien, c'est le navigateur qui supporte tout. Et puis, du coup, ils ont souhaité faire FIDO 2, l'évolution, et il se trouve que ça a été repris par le W3C, donc pour faire une norme plus générique que juste celle d'un consortium privé, rentrer ça dans le domaine public, la Web Authentication API. Ça va avoir 3 pans, la partie stockage de mots de passe, donc on reprend de Credential API, une partie stockage de tokens d'identité fédérée, donc tout ce qui va être authentification via Google, Facebook, etc. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'authentification sans mot de passe ou par clé publique privée, donc la cryptographie asymétrique classique finalement, mais rapportée, enfin normalisée dans votre navigateur pour simplifier. Du coup,
pour remettre un peu, avant d'attaquer le workflow, en fait, pour remettre un peu qu'est-ce que la WebHot dans tout ce que je vous ai montré, hein. On va retrouver les acteurs. Donc la première chose, c'est le relaying party. Ça s'appelle comme ça dans la norme, vraiment. Hein, c'est le site qui porte votre application. On va trouver votre navigateur et l'utilisateur. Dans le navigateur, il y a le JavaScript qui fait tourner votre application. Il va communiquer avec l'API WebHot, qui, elle, derrière, va de manière transparente pour vous communiquer soit directement avec l'authenticateur, c'est-à-dire que c'est bien le navigateur qui porte tout ce qui est driver, etc., soit communiquer avec la plateforme, et donc avoir un autre ensemble de services. Ça peut être directement communiquer avec Windows Hello, par exemple, qui fait partie de la plateforme, ou Android. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Alors, avant de vous montrer comment ça... Enfin, essayer de vous montrer comment ça se code, hein. Le principe, il est relativement simple, c'est-à-dire que au lieu d'envoyer username, password, on va envoyer juste un login au serveur qui va nous générer un challenge. Ce challenge, vous allez le passer à l'API WebHot. Cette API, du coup, va le transférer à l'authenticator, sans que vous le sachiez, enfin, de manière transparente, qui va attendre donc une interaction utilisateur. Ça peut être un touch, comme sur les clés YubiKey, mais ça peut être aussi un code PIN comme sur une carte standard. L'authenticator va donc retourner la signature du challenge avec sa clé privée. Il va retourner aussi sa clé publique et un identifiant de l'authentification qui aura été réalisée, de manière à pouvoir derrière se réauthentifier en vérifiant donc que c'est la même signature. Vous renvoyez ça à votre serveur qui est chargé de vérifier que le challenge, la clé publique qui a généré la signature correspond bien au challenge et à la signature, et qui va stocker ça, et donc qui va vous retourner, voilà, vous êtes enregistré sur un site web. Qu'est-ce qu'il y a du coup de stocké côté serveur? Il y a forcément un identifiant, puisque pour prouver qui on est, il faut essayer de dire qui on est. On va stocker donc des credentials, un credential ID qui s'appelle RAW-ID dans la norme, hein, la clé publique, mais ça pour chaque authenticator, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation sur le nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour loguer. La norme ne précise pas ça, c'est pas un login, un site, vous pouvez avoir plusieurs périphériques, ce qui est agréable quand on en paume un. Voilà, parce que bon, c'est une clé USB, donc... Au niveau du login, on va retrouver quasiment le même workflow, c'est-à-dire qu'on retourne donc un username de nouveau. On va recevoir cette fois, en plus du challenge, on va recevoir la liste des ID que le serveur connaît, la liste des authenticators ID qu'il connaît, qu'on va passer à la WebHot, qui la passe à l'authenticator. Et donc l'authenticator va sélectionner parmi ces ID un qu'il connaît, demander une interaction avec l'utilisateur, il va signer le challenge qui lui a été offert, on retourne ça au serveur qui le valide et vous recevez la réponse comme quoi vous êtes logué. La norme ne précise pas du tout comment vous stockez la session, JSON, JWT, etc. C'est totalement en dehors. C'est vraiment la partie comment je signe un secret. Alors, on va essayer très rapidement. J'essaie de vous montrer comment on peut transformer une application qui fait du login password en application qui fait de la WebHot. Alors, excusez-moi, toc, toc. Donc j'ai une application ici. Il y a évidemment des choses qui correspondent à ce que je vais implémenter après. Je pense que vous voyez, je vais grossir après. Donc je peux m'enregistrer avec un nom d'utilisateur, un login, password. Voilà, on est sur quelque chose de classique. Je m'enregistre, j'ai un secret. Voilà. Et du coup, je peux me loguer aussi de la même façon. Faut que je me souvienne du mot de passe. Voilà. Login mot de passe, très bien. Donc, du coup, on va faire du copy-paste driven development. Voilà. On reprend pour vous montrer que vraiment ça ressemble finalement à quelque chose avec un mot de passe. Hein, donc, je vais grossir, excusez-moi. C'est pas ça? Si, c'est ça? Tu veux pas? Est-ce que c'est assez gros? Vous voyez quelque chose?
Okay. Donc, par rapport à une application avec mot de passe, bah, très bien, on va supprimer le mot de passe. J'ai des signatures de méthode toutes faites, hein, pour aller plus vite. On va supprimer la validation du mot de passe et puis le champ mot de passe. Voilà, donc j'ai un champ avec juste un login ici pour me loguer. Ensuite, on va faire la même chose sur l'enregistrement. Toc. Hop. Le formulaire est un peu plus velu et donc on va pouvoir le simplifier. Donc je vais supprimer tout ce qui est mot de passe, validation du mot de passe. Pas le login. Voilà. Parfait. Donc là c'est pareil. Je dois avoir deux champs et l'enregistrement. On va faire aussi la partie donc je vous masque la partie appel au serveur qui n'est pas normalisée. Hein. Du coup ici je vais créer donc mes signatures pour mes fonctions donc pour m'enregistrer. Donc ce qu'on a vu c'est que du coup je vais commencer par attendez, je suis désolé, je vais tricher, voilà. Alors je vais aller demander au serveur, comme je disais, un challenge. Je vais ensuite formater la requête. Alors ça c'est important, faut bien voir que c'est pas du JSON qui accepte cette API. En fait elle attend des arrays d'int notamment, qui sont un format un peu plus natif et qu'on n'a pas l'habitude de traiter en JavaScript et qu'on traite de plus en plus avec les API modernes. Donc il faut formater ça. Je vous passe le formatage en byte array, etc. Vous trouverez du code mieux fait que le mien. On va demander donc, on va appeler l'API Webauth, donc c'est navigator.credential. On est sur un enregistrement d'un nouveau authenticator, donc c'est de la création, c'est du create. Je lui passe les informations du serveur. J'aurais pas dû appeler ça public key. Où est-ce que j'en suis? Voilà, donc l'API Webauth va me retourner donc la réponse de l'authenticator, c'est une promise. Hein. Je vais de nouveau la convertir en JSON pour l'envoyer au serveur. Et le serveur va me répondre quelque chose, donc je vais pouvoir considérer que je suis logué. Voilà. Côté front, c'est simple. Comme le login ressemble beaucoup, je vous le passe, c'est à peu près pareil. Sauf que cette fois, la différence, c'est que le format de la requête est un peu différent, donc j'utilise pas le même formateur. Il y a des champs qui changent. Dans l'ensemble, c'est quasiment identique. Notamment, on a le champ avec la liste des authenticateurs qui vient en plus. Par contre, cette fois, on n'est pas en create, on est en get, puisqu'on veut récupérer un authenticateur qui existe déjà. Donc là, on a toute une partie front. On va passer au back. Donc, l'enregistrement, j'ai ma petite route pour l'enregistrement. On a dit, je reçois donc ce qui vient j'ai fait quelques validations avant, mais je reçois donc du navigateur un login. Donc je vais le créer en base de données tout de suite, mais comme quoi il n'est pas encore enregistré. Je vais ensuite générer un challenge pour le client. Donc via une fonction utilitaire, c'est pareil, je vais essayer de vous montrer si j'ai un peu de temps à quoi ça peut ressembler. De toute façon, la recommandation, ça reste de ne pas le faire à la main, mais d'utiliser des libs qui sont certainement mieux faites que ce que je peux vous montrer et que ce que vous pourrez faire dans votre coin, surtout à maintenir. Comme si on a un challenge et qu'il faut pouvoir vérifier lors de la réponse, puisque c'est en deux temps, que le challenge est bien celui qu'on avait soumis, on va le stocker, en l'occurrence en session pour moi. Et puis, on va retourner tout ça au client. Donc, vous avez les trois étapes. Hein. Je génère un credential, je le stocke quelque part, je le renvoie. Au niveau du login, on fait un peu la même chose sur cette partie-là. On génère un challenge. Cette fois-ci, pour créer un challenge, on va utiliser la liste des authenticators, puisqu'il faut la renvoyer au client. On va ensuite refaire le setup de la session avec le challenge dans mon cas, et puis on renvoie ça au client. Ça change pas trop. Ce qui est plus intéressant, c'est toute la partie donc réponse.
Donc là, ça fait toute la première partie. On répond maintenant aux requêtes qui viennent lorsqu'on fait un login. On a le premier appel au serveur qui doit nous retourner un challenge. Donc cette partie est faite. Maintenant, on est dans la phase, l'authenticateur nous a répondu et la réponse de l'authenticateur est transmise au serveur. Il faut pouvoir la valider. Donc, parmi ce qu'on va recevoir, on va extraire un champ particulier qui est client data JSON, qui va contenir en fait une partie de la réponse de l'authenticator. Enfin, toute la réponse de l'authenticator, pardon. On va vérifier. Alors, il y a 19 étapes normalement dans la norme pour vérifier que la réponse est bonne. Là, j'en mets deux en exergue notamment. C'est vérifier le challenge. Et le deuxième, c'est vérifier l'origine, puisqu'on va vérifier que c'est bien pour notre site web que le client nous envoie une demande d'authentification et que c'est bien le bon challenge, parce que si le front peut choisir son challenge, on perd un peu d'intérêt niveau sécurité. Alors, un peu de boilerplate. Juste comme là, dans cet exemple-là, j'ai qu'une seule route qui va répondre à la fois aux requêtes, enfin, au retour à la demande d'un enregistrement et d'un login. Il y a une différence entre les deux, c'est que on parle d'attestation object quand on est dans la partie enregistrement et d'authenticator data dans la partie login. Donc, je vais vérifier. Hop. On va vérifier du coup la réponse que l'authenticator nous a envoyée. Et puis, on va l'enregistrer. Je suis désolé, ça va un peu vite, mais en même temps, en 20 minutes, c'est difficile de coder quelque chose. Pour le login, on va faire un peu la même chose. On va juste vérifier les données. Et puis, si le résultat est bon, on va retourner ça au client en lui disant « t'es bien logué ». Voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça donne derrière? On va avoir... Donc, je m'enregistre. Je change de login. Quand je m'enregistre, il va proposer de loguer. Alors, en l'occurrence, j'ai une clé Bluetooth qui doit traîner dans le sac et qui s'est détectée aussi. Pour m'authentifier, dans la norme notamment, il faut demander, si vous voulez avoir des informations sur l'authenticateur, il ne les donne pas naturellement, il faut demander l'autorisation de l'utilisateur. Voilà. Pour le login, on va avoir exactement la même chose, mon champ et un petit touch, et ça marche, vous êtes logué. Je vous passe la partie back qui est un peu plus complexe et que je n'aurai pas le temps de présenter, je suis désolé. Alors, juste pour rappel, là, toute la démo que je vous fais, c'est avec une clé USB. Il y a plusieurs choix d'authenticator. Quand on parle d'authenticator, il y a plusieurs types. Il y a tout ce qui va être de type plateforme. Ça va être typiquement Android. Donc, je ne vais pas avoir le temps de faire la démo, je suis désolé. Mais si vous allez sur le site webot.io, par exemple, il va vous proposer d'essayer et vous pouvez vous loguer avec l'empreinte digitale. C'est entièrement la plateforme parce que votre téléphone possède un élément de sécurité que la plateforme est capable de l'utiliser et donc expose à la webot un authenticator. On va trouver donc ce que j'ai par exemple la clé USB, c'est du type ce qu'ils appellent des roaming authenticator. Ça va être clé par défaut, il y a 3 formats qui sont supportés par les browsers, c'est en Bluetooth, NFC et USB. Et puis on va avoir tout ce qui est software authenticator, donc là encore on pourrait retomber sur des applications dédiées qui servent d'authenticator pour des jeux ou autres, ou banques. En conclusion, est-ce que c'est prêt à implémenter? Quasiment partout, sauf Safari et Opera. Je ne parle plus d'Internet Explorer. Ça marche plutôt bien, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Par contre, est-ce que tout le monde a un authenticator? Non. Du coup, il va falloir gérer la compatibilité avec le legacy, évidemment. Du coup, moi j'aurais 3 petites recommandations. Ne mêlez pas la gestion de l'authentification avec tout le reste de votre code, votre gestion des utilisateurs, etc. Séparez-la parce que demain vous allez gérer, comme on l'a pu le voir, plusieurs authenticateurs par utilisateur, potentiellement. Le password fallback, comme vous avez pu le voir, ça marche quand même. Mon appli continue de marcher avec un password, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en faire.
Et surtout, surtout, ne codez pas vous-même votre back-end. Il y a 19 étapes, il y a toutes les chances d'en louper une. Entre les formats de données qui sont complexes et ça peut être... c'est prendre pas mal de risques. Voilà, merci.